Bien, bonsoir, bonsoir et merci d'être là pour accueillir Nathalie Azoulay qui vient nous présenter Python, son nouveau livre paru comme beaucoup d'autres aux éditions POL et que nous avons déjà eu la joie de recevoir plusieurs fois, entre autres pour Titus n'aimait pas Bérénice et pour vos traductions de Virginia Woolf. Bon, alors, un petit topo, qui est-ce qui a lu le livre déjà ou pas? Il va falloir qu'on marche un peu sur des œufs. Parce... Oui, d'accord. C'est juste pour pas divulgacher certains éléments de l'intrigue. Alors au départ, c'est tout simple. Il y a une fascination qui est d'ordre érotique de la narratrice pour un jeune homme qui est rivé à son ordinateur chez des amis, qui est complètement absorbé dans sa tâche avec un casque sur les oreilles. Et elle décide, elle est fascinée par ce jeune homme dont on lui dit qu'il code. Une des premières choses qui la frappe, c'est le mot, je crois, code. Il code. Et donc, elle décide du coup d'apprendre à coder elle aussi, ou du moins c'est son projet initial. Et on va la suivre donc dans ses tentatives d'initiation, on va dire. C'est le projet initial. Et vous trichez pas. C'est vraiment un roman sur le code informatique, sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, sur ce qui le crée, sur les codeurs, etc. Mais c'est plus que ça, parce qu'il va falloir comprendre où est vraiment la source de ce désir. Ça n'est pas non plus réductible au désir qu'elle peut éventuellement ressentir pour ce jeune homme. Alors, elle cherche quoi, cette narratrice? Elle cherche des jeunes gens, elle cherche à comprendre notre monde, à recoller à l'esprit du temps ou, quels sont ses motifs dans un Alors, premier ils temps? sont de plusieurs ordres, mais c'est vrai que le point de départ, c'est ce jeune homme qui ne regarde personne et qui est complètement absorbé, comme chacun a pu en voir, soit en vrai, soit dans des films ou des séries, avec des casques sur les oreilles et complètement happé par ce qui se passe sur l'écran de la machine et de l'ordinateur, avec ce qu'on voit souvent dans les séries, à savoir ces écrans noirs qui sont piqués de lettres et de chiffres rouges, bleus, verts, enfin voilà, multicolores, et qui sont à la fois tout à fait mystérieux et inaccessibles, et en même temps très déterminants pour un certain nombre d'actions dans le monde, notamment pour ce qui est du renseignement, pour ce qui est des traques policières, enfin tout ce qui occupe les séries policières, les séries d'espionnage, etc. Mais aussi pour des choses beaucoup plus simples et qui sont de l'ordre du quotidien, à savoir acheter un billet de train, chercher une adresse sur votre téléphone ou enfin voilà, toutes sortes des gestes que vous pouvez accomplir au quotidien. Et en fait, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il est? Il est le représentant d'un monde que nous apercevons, que nous ne fréquentons que très très rarement, et qui est un monde d'action et d'acteurs déterminants pour la marche du monde. Et en fait, ce que cette narratrice se dit en le voyant, bon, c'est certes, il est mystérieux, il est fermé, donc c'est un objet érotique comme ça, un peu inaccessible, en plus il est jeune, mais très vite, en fait, cet érotisme, si c'est un peu la rampe de lancement, c'est surtout un vecteur pour dire que cette narratrice veut aller vers ce nouveau monde qui n'est pas si nouveau, hein, qui a quelques décennies, mais qui reste un peu nouveau pour ceux qui ne le connaissent pas. Et ce monde, surtout, qu'elle s'imagine comme souterrain, alors qu'il n'est pas souterrain, mais c'est la représentation qu'elle s'en fait, et qui est en fait sous tous nos pas, sous toutes nos actions, sous tous nos gestes, et qui est le monde du code. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de flotte graphique qui est la programmation informatique, hein, une machine pour agir et pour opérer, pour faire des opérations, a besoin qu'on lui donne des instructions qui sont codées dans des langages informatiques divers et variés. Il y en a des milliers. Et moi, j'ai choisi de m'intéresser à Python parce que j'aimais bien le nom de Python. Et en fait, donc, une fois qu'on a ça en tête, on peut tout à fait se représenter le monde comme un millefeuille avec plusieurs couches. Il y a la couche que nous, on voit, où on va tous les jours, et qui est notre terrain de jeu. Et puis, il y a ces couches souterraines, entre guillemets,
et qui sont celles où justement on donne les informations aux machines parce que les machines font la plupart de ce qui font nos actions aujourd'hui. Et donc, elle commence à avoir cette représentation un peu polarisée comme ça entre le dessous et le dessus et à se dire que sous notre monde, il y a un monde de signes et que sous nos langages à nous, qui sont des langages qu'on apprend, qu'on connaît, qu'on comprend, eh bien, il y a des langages qu'on ne comprend pas et qui sont les langages qui sont premiers aujourd'hui et qui sont surtout les langages de l'action et de l'élan du monde, qui sont les langages de la technologie en fait. Mais la technologie aujourd'hui fait énormément de choses pour nous, qu'on s'en rende compte ou pas. Et donc, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est que, évidemment, il y a toujours eu la technique et puis le reste. Il y a toujours eu la technique, c'est ce que dit mon livre, elle planque toujours un peu ses boîtes noires. Elle ne veut pas qu'on sache comment elle marche, d'abord parce que c'est difficile de comprendre, mais aussi parce qu'elle cherche toujours un peu un effet magique pour les gens qui ne maîtrisent pas la technique. Et donc, on pourrait décider, je ne sais pas, de s'intéresser à l'électricité, de voir comment ça marche, ou à toute autre technique. Mais en fait, si moi je me suis intéressée au code, c'est parce que c'était du langage, c'est parce que c'était fait de signes, d'alphabets, de nombres, et que soudain ça me regardait, soudain ça me concernait parce que je suis un être de langage comme tout le monde, mais qu'en plus c'est mon travail de travailler dans le langage, de chercher dans la langue, de sculpter la langue, de la faire agir d'une manière aussi inédite que possible. Et donc soudain c'était plus que de la technique, c'était un autre monde qui était à la fois le monde d'aujourd'hui, mais aussi le monde de demain, encore plus, et qui faisait que mon monde à moi, le monde de la littérature et des langages classiques, je dirais, prenait comme une forme d'obsolescence ou comme une forme d'invalidation soudaine, parce que tous ces jeunes gens qui codent, évidemment, se parlent entre eux. Ça arrive qu'ils parlent d'autres langages que les langages informatiques. Mais pour eux, ce qui compte, en fait, c'est le code. Et tout le reste est complètement résiduel et secondaire. Et quand ils sont passionnés par le code, comme mon personnage Boris, eh bien, le code est premier, prioritaire, principal et évince tout le reste. Et en fait, c'était cette confrontation que soudain, j'avais envie d'apprivoiser parce qu'il y a comme une forme de choc au démarrage du livre. Et puis, la volonté d'apprivoiser ce choc, de le calmer et justement d'enclencher un apprentissage qui n'est pas du tout gagné, hein, parce que c'est difficile d'apprendre à coder, c'est difficile déjà de comprendre comment ça marche, toute cette logique informatique, et que je ne suis pas du tout la bonne candidate pour ça, vu mon profil et mon âge. Mais j'avais envie d'essayer, j'avais envie d'y aller, de mettre les mains dans le cambouis, en fait, et petit à petit, de déplier un peu les choses, de comprendre que tout ça a une histoire, qu'il y a des figures importantes qui ont fait cette histoire, qui la font toujours. Et surtout, je me suis dit, mais si dans notre monde, tous ces jeunes gens, plutôt des garçons, enfin majoritairement des garçons, sont passionnés par ça, c'est que ce n'est pas une activité inintéressante et surtout, j'ai envie d'aller y voir. Et alors vous dites que le monde est apparu d'un seul coup comme une espèce de millefeuille avec le code qui est une des couches inférieures, mais ça ressemble déjà pas mal à un livre. Ça donne un peu aussi la forme de votre livre qui lui aussi est une espèce de millefeuille. Alors c'est un livre qui est sur l'informatique, réellement. Qui commence comme ça. Qui commence comme ça. Vous prenez le taureau par les cornes, quoi. Vous y êtes allé vraiment. Vous avez vraiment essayé d'apprendre à coder en Python J'ai pris des cours. Ouais. J'ai regardé un peu des sites, des tutos, comme on dit. Enfin voilà, j'ai essayé de prendre de premières informations comme ça. Il ne faut pas que ça vous fasse peur parce qu'en fait, je suis comme vous. C'est-à-dire, je n'y connais rien, je n'y comprends rien. Et quand j'y vais avec de la bonne volonté, mais avec quand même une ambition très limitée. C'est-à-dire, j'ai pas du tout envie de devenir codeuse, ni programmeuse, ni développeuse, ni rien. Je veux juste entrevoir un tout petit bout de ce monde pour d'abord le démystifier, pour le comprendre, pour prendre un peu la mesure des choses, parce qu'il est quand même très crucial, ce monde. Et peut-être aussi pour retourner à mes propres moutons et comprendre qu'ils ont de la valeur.
et sortir de cette espèce de choc où soudain j'ai l'impression que je fais partie du passé et que je n'ai plus aucun avenir. Oui, parce que et ça sera validé à la fin du livre, sans rien gâcher pour le coup, quand un développeur, un codeur vous dit ah mais après vous avoir vu, corriger des écrits, etc. Mais ah mais c'est un vrai métier d'écrire en fait. C'est un peu comme le code, quoi. C'est vraiment un métier. Alors c'est parce que oui, pardon. Oui, parce qu'en fait, ce jeune homme qui code a l'habitude d'avoir la rigueur du code, parce que l'écriture du code est une écriture très très rigoureuse qui ne supporte aucune entorse, qui ne supporte aucune erreur, ce qu'on appelle les bugs, et qui si il manque une virgule, un guillemet ou un autre signe, ne fait pas n'exécute pas le programme. Et donc, c'est très, très important de coder très précisément, avec beaucoup d'attention. C'est aussi pour ça qu'ils sont rivés à leurs écrans. C'est parce qu'il ne faut pas penser à autre chose et qu'il faut être vraiment à 100% dans la tâche. Et donc, ce jeune homme avec lequel je m'amuse à faire une tentative, enfin, la narratrice s'amuse à faire une tentative d'écriture romanesque via ChatGPT, il se rend compte que l'écriture littéraire, c'est très précis aussi. Et que c'est un métier et que, évidemment, on peut faire des fautes d'orthographe ou de grammaire et le livre s'écrira quand même. Ce n'est pas comme du code. Mais il y a quand même une précision, une attention aux détails et à la minutie qu'il n'avait pas soupçonné, en fait. Il pensait que ça se faisait beaucoup plus dans le jet de la spontanéité. Et si c'est mal fait, c'est comme du code en fait. Si c'est mal fait, ça marchera pas. Parfois, ça marche bien. Parfois, quand c'est mal fait, ça marche quand même. Il faut s'entendre sur ce que veut dire le mot marché. Mais c'est quand même moins exigeant que le code sur le plan de l'exécution. Sur le plan formel, oui. Oui, parce qu'en fait, le code, c'est une écriture performative, c'est-à-dire que ça s'exécute tout de suite et ça engendre tout de suite une opération, une action. La littérature, c'est pas de cet ordre-là. Et d'ailleurs, quand Nicolas m'a dit le livre, tiens, ça m'a donné le livre en me disant, tiens, ça c'est pour toi. J'ai dit, oh, Nathalie Azoulay, une traductrice, écrivaine qui écrit sur l'informatique, c'est sûr, c'est pour moi, ça va m'intéresser. Mais en fait, non, c'est pas la. Je m'attendais à voir quelque part un peu le livre d'une traductrice qui parle du langage informatique, mais vraiment, vous situez les langues naturelles, entre guillemets, et le code informatique, on appelle ça un langage c'est un abus de langage, justement, que d'appeler ça une langue. Peut-être que c'est parce que le code informatique agit sur des concepts, il agit, tandis que la langue, non, c'est la langue plutôt qui agit sur des concepts, tandis que le code informatique agit sur les choses. C'est pas une langue, c'est un langage déjà, c'est-à-dire que ça ne se parle pas. C'est pas du même ordre qu'une langue morte qui autrefois s'est parlée. C'est vraiment pour donner des instructions. Et en fait, c'est une logique plus qu'un langage. Mais comme il y en a des milliers et qui sont différents les uns des autres, même s'ils ont des ressemblances, c'est quand même à chaque fois un langage. Et en fait, c'est un langage dont la logique est, elle se résume en peu de choses. C'est si, alors, sinon. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique. C'est-à-dire que vous vous rendez compte assez vite, même si c'est démultiplié, si ce sont des arbres de décision qui sont gigantesques, parce qu'en fait, ce qui est important quand on code une action que va exécuter la machine, c'est qu'elle doit prendre en compte toutes les options possibles de cette action, c'est-à-dire je ne sais pas, je vous donne un exemple. Si vous entrez dans le code de Doctolib, par exemple, que tout le monde connaît, vous allez avoir 36 façons d'utiliser Doctolib, vous allez avoir 36 façons de demander quelque chose à Doctolib, vous allez avoir toutes sortes d'options possibles. Et en fait, le code qui a été donné à Doctolib, à la machine, doit prévoir tout ça. Il y a une anticipation de la décision et de l'option qui est phénoménale. Mais si on résume les choses très simplement, c'est si, alors, sinon. C'est-à-dire si telle chose, alors il va se passer ça. Mais si pas telle chose, il va se passer autre chose. Bon, voilà. Donc, c'est un peu binaire de le dire comme ça et c'est un peu simpliste, mais je crois que c'est le fondement, en fait, de la logique informatique. Donc, que ce soit un abus de langage, je ne sais pas. Alors, c'est vrai que quand vous parlez à des codeurs et que vous leur dites que c'est une langue, ils vous disent oui, au même titre que la langue de bœuf. Donc, en effet, si je vous suis, c'est un abus de langage. C'est-à-dire que ça n'a quand même rien à voir, même si le mot est le même. Mais il n'empêche qu'ils parlent de langage
et qu'ils ont des syntaxes différentes, ils ont des signalétiques différentes, ils ont des rédactions et des dispositions dans la page différentes, et que tout ça, même si le but n'est pas du tout le même, ça s'approche quand même de l'écriture d'un langage. Vous le remarquez très justement, ils ont aussi des styles différents, parce qu'il y a Oui, il une y a des des informations. esthétiques. Voilà, Il y il y a a des des esthétiques avec des exigences stylistiques qui sont au-delà de mes performances à moi, parce que je suis incapable de juger. Mais eux vous disent qu'ils voient très bien quand une page est boursouflée, surchargée, quand le code est lourd. Bon, autant d'appréciations que nous, on peut utiliser pour d'autres formes de rédaction. Et donc, c'est un livre sur l'informatique, encore une fois, qui prend bien le sujet, mais par contre, il est pas du tout artificiel. Enfin, je veux dire, déjà, matériellement, il est scandé par des noms. Tous les chapitres ont un nom d'une personne, et puis il y a un nombre incalculable de personnages, enfin, pas incalculable, mais il y a beaucoup de personnages. Il y a énormément de références à des personnages historiques, fictifs, de la fiction. Enfin, et il y a la récurrence assez fréquente du désir également, des corps, Bah oui, moi en fait j'ai voulu humaniser tout ça, c'est-à-dire que là j'ai fait acte de romancière, c'est-à-dire que j'ai voulu donner à cet univers de robots et de machines et d'automatisation le plus d'humanité possible, c'est-à-dire que je raconte mon apprentissage à travers les professeurs que j'ai rencontrés et qui sont des jeunes gens à chaque fois, filles et garçons. Je commence l'apprentissage avec des filles parce que les jeunes garçons me font un peu peur, parce que j'ai peur qu'on ne se comprenne pas du tout, que je ne comprenne rien à ce qu'ils me disent. Et je ne sais pas, avec les filles, je me dis ça va être un peu plus facile. Bon, il se trouve que mon premier professeur est une fille et qu'elle est d'une froideur totale et qu'elle n'est pas cassante, elle est très très polie et gentille et bien élevée, mais elle ne comprend pas tous mes affects parce qu'elle elle est formée à une logique informatique, d'ingénieur, qui fait que ses affects sont un tout petit peu à la traîne. Et petit à petit, je vais aller de fille en garçon. Et c'est vrai que j'ai chapitré le livre en fonction de ces différentes rencontres qui, chaque fois, commencent sur des problèmes techniques, mais se finissent quand même avec de l'affect et avec de la rencontre de personne à personne, intersubjective, avec des choses qui se passent entre les deux sujets que sont la narratrice et le professeur. Et puis, au milieu de toutes ces figures qui font les chapitres, il y a toutes les figures qui ont fait l'histoire de l'informatique et qui ont été des personnes, en fait, des femmes. Il y en a tout au début, une femme qui s'appelle Grace Hopper, qui a été la première codeuse officielle. Et puis après, quelques hommes. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de rentrer un peu dans la biographie de ces gens pour raconter comment ils avaient travaillé, comment ils avaient découvert des choses et comment on ne les connaissait pas surtout, alors qu'ils étaient tout à fait cruciaux pour notre vie et pour l'histoire de l'informatique et pour ce que c'est devenu aujourd'hui. Et donc, j'ai voulu entrer dans cette humanité et puis surtout dans l'humanité du codeur. C'est-à-dire que je suis partie du principe que le codeur était un jeune homme, un adolescent. J'ai essayé de raconter comment cet adolescent était né, parce qu'il est né à une certaine époque, dans les années 80, quand l'ordinateur personnel a été conçu et qu'il est entré dans la chambre, en fait, des maisons. Et La chambre des garçons. quand on achetait un ordinateur qui a été à l'époque vraiment un gros investissement et c'était une rareté, on la mettait dans le bureau, sur le bureau du garçon, du fils. S'il y avait une fille, c'était d'abord dans la chambre de son frère que l'objet arrivait. Et puis, les garçons ont commencé à regarder ça avec leur père. Donc, il y a eu une espèce de stage sauvage comme ça, familiaux. Bon, d'abord, plus aux États-Unis, parce que c'est quand même là que c'est arrivé en premier. Et en fait, ça a fait une espèce de biographie collective du codeur. Et je l'aborde à la fois par l'histoire, mais aussi par la psychologie. C'est-à-dire, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce garçon qui reste enfermé dans sa chambre jour et nuit? Parce qu'un codeur, ça code jour et nuit. Qui a 16, 17, 18 ans, qui ne rencontre pas ses pairs, qui ne sort pas, qui ne va pas aux soirées du samedi, qui ne fait pas de sport, qui est en général assez mal compris et assez mal vu par ses condisciples. Donc il y a vraiment un profil type comme ça, et qui pourtant fait des choses qui vont le conduire à avoir de plus en plus et d'expérience et de puissance. Et puis quand, en plus, il va y avoir les jeux vidéo qui vont se mettre là-dedans, c'est-à-dire toute la violence de la guerre, de la destruction dans la vidéo, il va acquérir un sentiment de puissance très nouveau et qui va être très déterminant, je pense, pour la suite du développement de la technologie. Et finalement, tous ces jeunes gens qui ont
commencé à coder dans les années 80 et à l'adolescence, eh bien, il y en a parmi eux qui font partie des 8 puissances, des 8 plus grandes fortunes américaines. Voilà, c'était ce qu'on appelle des nerds qui sont devenus les Bill Gates, les Elon Musk, les Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et compagnie, et qui en fait ont d'abord été ce type d'adolescents. Et je m'intéresse aux codeurs de cette façon-là, c'est-à-dire par la psychologie, par la vie. Ils sont devant des machines, ils sont statiques, et je me dis, mais il y a quand même des hormones dans tout ça, puisqu'il y a une adolescence, il y a une jeunesse, il y a toute cette puissance qui s'exécute dans la machine. Mais qu'est-ce que c'est que cette puissance qui ne passe que par la machine, et qu'est-ce qu'elle produit? Est-ce qu'il y a du plaisir à coder? Et j'interroge des gens là-dessus, je commence à m'informer. Et en fait, oui, quand on parle avec, par exemple, le créateur de Python, qui est un homme qui a une 60aine d'années et qui travaille aux États-Unis, eh bien, il vous dit oui, il y a un plaisir du code, il y a un plaisir de dépasser la difficulté et d'aller vers quelque chose de neuf, de différent, de plus puissant et de traverser d'autres difficultés. Et en fait, je comprends que c'est un plaisir hormonal, en fait. Hein, on ne va pas le nommer autrement, mais c'est pas juste être abruti devant un écran, pas du tout, en fait. Pas du tout. Il y a une vie intérieure du codeur que j'essaye de déchiffrer parce qu'elle est quand même très, très absconce et mystérieuse. Mais j'essaye de le faire. Et en fait, à la fin de ce livre, ce que j'espère, c'est que on a un peu plus compris comment fonctionnaient ces garçons qui vivent entre garçons la plupart du temps. Et surtout, j'essaye de leur donner un visage et un corps et une vie intérieure et après sociale, puisqu'ils grandissent et ils deviennent des personnalités sociales. Parce qu'au bout du bout, et c'est admirablement résumé par votre éditeur, mais vous venez de le refaire, donc Python devient le nom d'une initiation de cette soute où je descends pour mieux voir vivre entre les garçons. En fait, c'est plus ça finalement. C'est mon fil rouge en fait. Oui, c'est-à-dire que je suis ça, passée par le quête, code. Oui, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était d'entrer dans un univers ultra masculin, jeune, donc très, très fougueux et très créatif et très actif, et de voir ce que c'est que des garçons qui vivent sans les filles. On a aujourd'hui plutôt l'habitude de s'intéresser aux filles et uniquement aux filles et de ne regarder que le fonctionnement des filles, etc. Et en fait, moi, j'avais envie de renverser un peu la vapeur et de m'intéresser à un univers ultra masculin. Et c'est par ce fil rouge du code que j'arrive à d'autres univers masculins au fil du livre. Et Python est une forme de non-transition pour moi, parce que Python, évidemment, c'est le nom de ce langage, mais c'est aussi le serpent, c'est aussi le péché originel, c'est aussi la transgression, c'est aussi la sexualité. Et puis, c'est par exemple la matière de la veste de Marlon Brando dans L'homme à la peau de serpent ou d'autres personnages de cinéma. Ou les chaussures de Tippi Hedren. Oui, alors sur lesquelles j'ai un doute, mais en tout cas, le sac. C'est sûr, dans Les Oiseaux. Donc évidemment, il y a une charge symbolique qui grossit au fur et à mesure du livre et qui me mène vers un autre univers de garçons, qui est un univers qui m'est là plus personnel et qui est un univers où l'homosexualité des garçons se déploie. Donc je suis entrée par le code, mais je sors par une autre porte. Les garçons entre eux. Et vous avez parlé de soute, de machine à vapeur, de soute, en faisant référence à Kafka, à America, c'est ça, oui? Oui, et vous en avez parlé tout à l'heure aussi, quand vous parliez des sous-couches de notre... Mais parce qu'en fait, quand j'ai commencé à m'interroger sur le code, je me suis dit, en fait, je ne me doutais pas que ça existait à ce point. Et moi, je vis sur le pont du bateau, et puis sous le bateau, enfin dans les cales du bateau, dans les soutes du bateau, il y a tous ceux qui mettent le charbon et qui font que le bateau avance. Et moi, je suis là à regarder le paysage, et eux, ils font avancer le bateau, et je ne savais même pas qu'ils existaient et à quel point ils étaient capitaux. Et donc, c'est vrai que cette représentation me reste. Bon, après, elle est en plus enrichie par la vision que Kafka donne dans le début d'America, où il y a un personnage de soutier qui est formidable et qui est un peu l'initiateur, le mentor du personnage principal. Et donc, je me suis à la fois adossée à Kafka, mais je suis allée au-delà. Enfin, je n'ai pas uniquement pris cette référence. Et c'est vrai que la représentation de la soute est restée, parce que je trouve qu'elle parle bien pour... alors, c'est un peu une industrie 19e siècle, hein, avec le charbon qui fait avancer le bateau. Ça n'existe plus comme ça. Mais on rend quand même compte d'une invisibilité du code,
parce qu'on ne le voit pas, parce que sauf si vous codez, vous ne voyez pas le code. Et quand vous allez sur Doctolib ou sur TripAdvisor ou sur, je sais pas, le site de votre banque, vous voyez pas les pages de code en fait qui sont premières et qui permettent aux pages que vous lisez d'exister. En fait, ce sont ce qu'on appelle les codes sources. Alors, il y a une manip à faire et on voit le code source, mais on le voit pas entièrement parce que les codes sources ne s'exhibent pas, ils ne se montrent pas entièrement. Mais c'est vrai que l'image de la soute est restée. Et en fait, ce que j'ai aussi essayé à travers ce livre, c'est de donner à cette matière invisible, qu'est le code, une matérialité. C'est-à-dire qu'en fait, pareil, comme on ne soupçonne pas qu'il existe, on ne soupçonne pas non plus par quoi il passe. C'est-à-dire partout, les tuyaux, les cylindres, les câbles qui sillonnent nos villes, qui sillonnent nos mers, parce que tout ça, toute l'information du monde passe par des câbles qui sont sous-marins. Et ça fait partie des flottes des entreprises de technologie, des entreprises de télécom. Et moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais en fait, je suis complètement naïve, je ne sais pas comment le monde marche. Et vous savez, c'est comme quand vous rentrez dans une maison qui a été finie et que vous avez assisté au chantier, mais le chantier, si vous n'avez pas été là pendant le chantier, vous ne savez pas que dans vos murs, il y a tout ce qui passe. Mais si vous avez été là pendant le chantier, vous avez vu tout ça. Et en fait, le monde est comme ça. Et le monde du code et de la technologie digitale et numérique est comme ça. Alors, il y a tous les serveurs qui sont dans vos villes, tous les boîtiers, tous les routeurs. Il y a tous les data centers où sont entreposées les données et qu'on ne voit pas. Quand vous sillonnez des pays, il y en a des centaines de milliers. Je ne me souviens plus exactement des chiffres que je donne dans le livre, mais qui sont véridiques. Mais en général, ils sont complètement anonymisés, invisibilisés, ils ne sont pas du tout signalés sur les routes, ils sont plutôt dans des zones extrêmement perdues, parce que je pense qu'on ne veut pas les montrer. On ne veut pas montrer ces hangars qui en plus sont surchauffés. Alors on essaye de faire quelque chose de cette surchauffe, de réutiliser l'énergie. Ils sont la mauvaise conscience de l'univers numérique un peu aussi. Eh bien oui, c'est-à-dire que dès lors que vous avez une matière, vous avez du combustible et vous brûlez une matière. Et donc, on a l'impression que tout ça est aérien et finalement impalpable, mais c'est faux en fait. Et mon livre essaye de rendre compte aussi de cette matière et de la manière dont elle est architecturée dans le monde, sur Terre et sous Terre. Et alors, vous convoquez abondamment, fréquemment Michon, Faulkner, Marlon Brando, Tippi Hedren, des artistes Monet, même des gens. Et vous avez bien conscience que quelque part, c'est pour parler de tout ça, pour parler de l'informatique, tout ça, vous avez constamment référence à Michon, ses éléphants, Michon citant Faulkner, citant l'éléphant, si je me souviens bien. Il y a quelque chose d'un peu sacrilège de mélanger à ce point ces deux univers. Et d'ailleurs, on va vous le reprocher dans une séquence dont j'espère qu'elle est fictive, celle-là, celle de la rencontre dans un festival. Oui, elle est plutôt fictive. Bon, tant mieux. Mais ceci dit, pour beaucoup de gens, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu... Il me semble qu'il doit y avoir quelque chose d'un peu sacrilège de mettre ça sur le même plan. En tout cas, c'est une démarche qui n'est pas si fréquente que ça. Non, mais j'avais envie de raconter cette confrontation et puis d'essayer de tisser des liens entre ces deux univers. Donc, moi, j'ai avancé comme ça. Il n'y a que comme ça que je pouvais avancer. Sinon, encore une fois, je ne suis ni informaticienne, ni programmeuse et je n'en ai pas du tout l'ambition. Donc, j'arrive avec mes propres armes et mes propres références. Et j'essaye de faire un maillage où tout ça se rencontre, où il y a des analogies qui sont parfois abusives, j'en ai bien conscience, mais qui, moi, m'aident à avancer. Et pour construire mon livre, en fait, je l'ai construit à la verticale sur un mur, avec des images, comme, vous savez, dans les séries policières où on voit les enquêteurs essayer de résoudre leurs énigmes et de trouver le meurtrier en mettant des cartes, des photos, des mots, toutes sortes d'éléments comme ça qui les aident à construire soit leur traque, soit leur réflexion. Et puis c'est vrai que dans mon livre, il y a une référence majeure qui est celle de Homeland, la série où on voit le personnage de Carrie Mathison. Je ne sais pas si ici il y a des amateurs de Homeland, mais ce personnage de la CIA qui essaye de retrouver des terroristes et qui a donc ce tableau chez elle et qu'elle construit et déconstruit en permanence parce qu'en fait, elle n'y arrive pas. Et donc moi, quand j'arrive au début de mon apprentissage enquête,
je me dis, bon, bah, ça va peut-être m'aider à y voir plus clair, de voir comment la chronologie de l'informatique s'est faite. Et puis, au fur et à mesure que je mets des images d'hommes ou femmes qui ont été importants dans la technologie et l'informatique, et ben, ça me fait penser à d'autres choses. Donc, ça me fait penser, par exemple, à la photo de Faulkner qui ouvre la partie sur Faulkner dans Corps du roi de Pierre Michon, où c'est une photo de Faulkner habillé en militaire qui fume une cigarette et qui regarde on ne sait quoi. Et donc Michon fait toute une interprétation qui n'appartient qu'à lui, où il dit que Faulkner a vu l'éléphant. Et moi, ce mot éléphant, il me fait penser à ce qu'étaient les ordinateurs quand ils étaient gros. C'est-à-dire quand ils occupaient des pièces entières au début de l'informatique, alors que nous, maintenant, on a des smartphones minuscules. Il y avait quand même, je ne sais pas, des ordinateurs qui faisaient toute cette pièce. Et je me dis, bon, bah, l'éléphant est devenu une puce. Et la puce, évidemment, c'est pareil, ça fait partie du langage de l'informatique. Donc, je travaille avec des analogies, un bestiaire qui est à la fois symbolique, imaginaire, qui m'aide à avancer moi-même dans ma propre recherche, dans ma propre enquête et dans ma propre compréhension des choses. Donc c'est vrai que je m'autorise un éclectisme fou, parce que sur le tableau, je fais voisiner Mark Zuckerberg et, je sais pas, Paul Valéry, par exemple. Voilà. Et donc j'organise comme ça des voisinages, des confrontations, des cousinages, qui sont pas pour moi sacrilèges, parce qu'il me semble que tout ça, ça fait partie du savoir humain. Alors qu'il soit technologique ou qu'il soit littéraire ou qu'il soit pictural, cinématographique. Finalement, peu importe. Pour moi, j'ai ce pot commun du savoir humain que je rêve de voir réconcilier. C'est-à-dire que j'aime pas les divisions, j'aime pas les scissions entre la science et les lettres. Et j'essaye de tisser des liens, de faire des ponts et de faire que on réfléchisse avec le plus de ponts possible, le plus de passerelles possible. Et j'allais vous en parler de ce tableau parce il est frappant. Alors, au départ, il arrive un peu comme un gag. Ouais, je vais faire comme l'héroïne de Homeland. On est en train de parler d'informatique. Si on met un peu de culture pop en plus, ça va très bien. Mais vous y revenez avec tellement d'insistance, très fréquemment, à nous décrire comment vous l'organisez, non, comment vous le détruisez, puis le réorganisez, puis etc., etc. Et bien, on a très bien compris que vous en étiez probablement servi de vrai pour écrire votre roman, mais pourquoi vous nous le montrez? À un moment, j'ai même pensé, avant que Simon ne débarque, j'ai même pensé que le personnage principal du livre, c'était pas le Python, c'était pas le code informatique, c'était cette monstration que vous aviez de ce tableau où vous faisiez des schémas. Pourquoi vous nous l'avez montré avec autant de Et parce que plaisir? sans lui, je n'aurais pas écrit mon livre, je crois. C'est-à-dire que j'allais à mon tableau tous les matins comme j'allais à mon texte. Et que même mon tableau me réveillait la nuit, parce qu'à l'époque, j'étais dans une résidence artistique où j'avais des murs magnétiques. Et donc, j'avais tout le loisir d'aimanter mes images. D'abord, j'avais à disposition une imprimante et je pouvais imprimer mais vraiment toutes les images que je voulais jour et nuit. Et puis, j'avais des aimants et je pouvais faire circuler toutes ces images vraiment à l'envie. Et donc, je ne m'en suis pas du tout privée. Et c'est devenu un peu obsessionnel dans ma tête, hein. C'est pour ça que je parle de Carrie Mathison, puisqu'elle est obsédée par son tableau. Et pour moi, je vivais avec, en fait. En plus, j'étais seule dans cette résidence et c'était mon interlocuteur principal. Et donc, j'ai travaillé en face à face avec ce mur, comme en face à face avec mon propre cerveau pour écrire mon livre. Et je pense qu'il était donc fondamental qu'il soit aussi une trame récurrente du livre, parce qu'il évolue au fur et à mesure, parce qu'il s'enrichit au fur et à mesure, parce qu'il accueille de nouvelles images, de nouvelles configurations, de nouveaux territoires, hein. Quand je construis le personnage de Simon, c'est à l'extrême droite de mon tableau, c'est-à-dire plutôt vers la fin. Et là, c'est tout un pan qui s'ouvre nouveau, avec de nouvelles visions, de nouvelles analogies et vraiment de nouvelles impulsions aussi. Donc, pour moi, ce tableau, j'ai hésité même à le mettre dans le livre. Et puis, pour des raisons techniques, ça ne marchait pas très bien. Donc, on y a renoncé. Et puis, je me dis que c'est bien que le lecteur le fantasme et se le représente comme il veut. Mais il a été le contraire d'une décoration, c'est-à-dire il a été fondamental, ça a été un moteur. Et c'est un point de détail, mais sur un moment, vous dites et puis ça va revenir encore une fois, plein de fois, que vous remplacez les photos sur le tableau par des dessins, par des portraits. Alors, uniquement les photos de mes personnages. C'est-à-dire qu'au début de mes personnages, les différents qui sont Boris, Margot, Marion, etc., au début, j'avais mis des photos, soit de personnages que je connaissais vraiment,
soit de personnages types que je trouvais sur Internet et qui ressemblaient vaguement à un jeune homme, une jeune fille, etc. Et puis au fur et à mesure, comme c'est devenu des personnages, je les ai distingués des autres et je les ai dessinés un peu comme je voulais, avec leurs signes caractéristiques, etc. Et, euh, et, et ils étaient, enfin, je sais pas, c'était comme si je me les appropriais plus en les dessinant. Donc, ils sont pas très nombreux à être dessinés, mais ils sont quelques-uns. C'est une couche de complexité de plus dans Oui, ils l'architecture ont de un de statut votre un peu livre. Ouais. différent. Et d'ailleurs, le livre, il est aussi à l'image de ce tableau, avec les liens qui partent dans tous les sens, les photos que vous reliez les unes aux autres, les rapprochements que vous faites. Et à un moment, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, où vous parlez, parce que j'ai beaucoup aimé aussi que vous fassiez aussi nettement la différence entre le code informatique et l'invention du web, parce que c'est vraiment deux époques différentes. Et le web qui est une toile, comme une toile d'araignée. Et vous dites que l'hypertexte, l'hypertexte, c'est la faculté qu'on a en cliquant sur un objet, sur une image, sur un mot du texte, de passer à une autre page, une autre image, un autre texte, etc. Et vous dites que c'est là votre espoir de réconciliation, que l'hypertexte, en fait, il satisfait un peu la promesse du Graal de l'intertextualité après laquelle tous les écrivains galopent, quoi. Oui, sauf que là, ça montre les coutures et que en plus, c'est explicite. Alors que l'intertextualité, ça rêve d'être invisible, ça rêve d'être implicite, c'est de la référence, de l'allusion, mais c'est quand même très très prégnant dans la vie d'un texte. Et c'est vrai que les auteurs ont tous une intertextualité, c'est-à-dire ils ont tous lu, ils ont tous des références et des maîtres et des envies de réécrire telle ou telle scène ou tel personnage ou de se servir d'une scène qu'ils ont lue ailleurs, etc. Ça fait partie du travail de création. Et donc, c'est vrai que l'hypertexte du web, c'est comme s'il exauçait ce vœu et il le rendait accessible à tous. Mais en fait, mon tableau, pour revenir à lui, c'est aussi un circuit, mais au sens d'un circuit électronique, c'est-à-dire qu'il est construit avec des liens de causalité que je faisais avec du scotch bleu. Et finalement, il ressemblait un peu à un circuit de transistors. Enfin, vous savez, si vous ouvrez une carte mère, etc., vous allez voir tout un ensemble de traits et de lignes comme ça qui vont vers des transistors. Et petit à petit, il s'est mis à ressembler à ça aussi devant mes yeux. Et donc, c'est comme s'il y avait un peu un mimétisme de la machine qui surgissait dans mon propre travail à moi et dans mon propre texte. Et qu'est-ce qu'on peut dire puisque finalement il va se retrouver être un des enjeux principaux. Alors, là, je suis très embêté parce que un des enjeux principaux du livre, c'est Simon et principaux. Et en même temps, on peut pas trop, on peut pas en dire trop. Disons qu'en fait, c'est le garçon vers lequel tout le livre tend. Donc, encore une fois, les codeurs ont été des garçons qui m'ont conduite dans certains territoires, qui m'ont fait faire un certain parcours, etc. Mais c'est comme si, au début de mon enquête et de mon apprentissage, j'avais un inconscient, et que dans cet inconscient, il y avait un autre garçon qui faisait partie de mon histoire personnelle et de mon passé et de mes souvenirs, mais que je n'avais pas vu, en fait. Et au fur et à mesure que le livre se déploie sur le code et le monde du code, cette image affleure et devient de plus en plus évidente. Et m'amène à un autre monde de garçons, c'est ce que je disais au début, dont je ne dirais pas plus ici, si ce n'est que c'est un monde homosexuel où l'adolescence de la narratrice s'est plutôt déployée et qui fait réfléchir sur ce que c'est que la féminité, la masculinité et surtout la masculinité sans féminité, c'est-à-dire où la féminité est proscrite, où il n'y a pas de filles, où on n'aime pas les filles, où on ne désire pas les filles. Donc, quand on commence une adolescence sur ce tempo-là, ça vous donne certaines habitudes dans la vie, ça vous crée un rapport aux hommes aussi particulier. Et c'est vrai que Simon est l'ambassadeur de ça, il a été l'instigateur de ça. Et finalement, passer par le code, c'est passer par tout un ensemble de circuits complexes et par des détours à la fois physiques et symboliques qui m'emmènent à Simon et qui m'emmènent à cette histoire-là en particulier.
Et est-ce qu'il y a une part de, ou plus exactement, quelle est la part d'inquiétude dans votre inspiration par rapport, je ne sais pas, au dévoiement possible de ce monde moderne, par rapport au sentiment d'exclusion de ce monde de garçons on sent quelque part, vous avez à la fois une approche qui est très rassérénée, et en même temps, il y a quelque chose il y a quelque chose qui va pas, Qui est inquiet. ouais, Ouais, il y a une il y inquiétude. Alors, je ne sais pas très bien la clarifier, cette inquiétude, mais c'est vrai, vous avez raison, elle est là. Est-ce qu'elle regarde l'avenir et la peur de ne pas être dans l'avenir ou la peur de rater des tournants importants? Est-ce qu'elle regarde vers la vocation de la littérature? Est-ce que la littérature va rester aussi importante qu'avant? Est-ce qu'elle va demeurer un espace de fiction aussi capital que ce qu'elle a été? C'est pas sûr. Donc l'inquiétude regarde ça aussi. Mais sur le plan de ce que la technologie va faire advenir et va faire de nous, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'inquiétude dans mon livre. Je ne suis pas du genre inquiet sur cet avenir-là parce que je crois qu'on s'habitue à toutes les nouveautés et qu'elles forment des chocs au départ, mais qu'on les apprivoise et qu'on les dépasse. Euh, et donc le livre raconte aussi que quand l'électricité est arrivée dans la vie des gens, les gens ont eu peur de l'électricité, ils ont eu peur qu'il y ait des chocs dans la ville et que ça provoque des maladies, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a une espèce de phobie en ce moment sur ce que l'intelligence artificielle va faire de nous. Moi, j'ai l'impression que ça va se calmer et que les hommes vont rester aux commandes et que tout va bien se passer. Il y aura peut-être des abus, on va réguler. Enfin voilà, ça va être un ensemble de va-et-vient qui sont de l'ordre de la civilisation. Mais en tout cas, mon inquiétude, elle n'est pas là. Elle est plutôt du côté du temps, c'est-à-dire du rapport à l'avenir, du rapport au passé aussi, et de ce que l'écriture littéraire va faire aux jeunes de demain. Voilà, y a peut-être ça aussi. C'est pour ça aussi que je regarde beaucoup vers les jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de votre ami qui a construit euh, Citadelle. une citadelle de livres pour ses enfants et vous êtes épaté en Mais je disant mais c'est suis peut-être la épatée, en dernière à fait. faire Je trouve ça. ça admirable parce que je pense que là où elle se trompe pas, c'est que il faut que les esprits et les cerveaux des jeunes enfants continuent à lire. Je pense que la lecture, et encore une fois, ChatGPT ne fait rien d'autre que lire. Et il sait parce qu'il lit, et il sait parce qu'il reconnaît et qu'il accumule des lectures. Et je pense que si on continue à éduquer les enfants en les faisant lire, alors on sauvera beaucoup de choses de notre humanité et on mettra toutes les chances de notre côté pour accompagner ces développements technologiques. En revanche, si les cerveaux perdent cette habitude, alors je pense qu'on est un peu fichu. Mais, et donc, quand je la regarde faire, je suis épatée parce que je me dis, c'est quand même hyper une prouesse de faire ça aujourd'hui. Parce que c'est pas du tout évident de protéger aussi bien de jeunes enfants qui vont à l'école, donc qui sont mélangés avec d'autres enfants qui jouent à des jeux vidéo, etc. Et de les protéger à l'intérieur de la maison en leur donnant comme seul terrain de jeu les livres, le dessin, enfin les activités traditionnelles, disons. Et donc, je trouve ça admirable. Je me dis que je ne l'ai peut-être pas fait assez moi avec mes propres enfants, qu'il faut le faire, il faut vraiment le faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on entend souvent cette anecdote, enfin qui n'est pas une anecdote d'ailleurs, qui est que les rois de la technologie protègent leurs propres enfants des écrans. Et je pense que c'est pas pour rien. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est faussement vrai. C'est-à-dire qu'ils les protègent des écrans. Ils vont pas aller regarder des dessins animés ou jouer à des jeux vidéo débiles sur leur tablette. Mais en revanche, ils vont leur apprendre à coder très vite. Ça, j'en suis à peu près sûre. Parce qu'ils savent que c'est une arme dans la vie et que ils vont pas avoir des enfants sans leur apprendre ce qu'ils ont eux-mêmes appris et qui a été aussi important pour eux. Donc, mais c'est une participation active, c'est une contribution active. Et comme c'est un apprentissage qui est difficile, c'est pas du tout du même ordre que d'être passif devant un écran. Clairement. Et vous parlez aussi là, vous venez d'évoquer l'importance du temps dans votre livre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient. Enfin, vous manipulez le temps comme on manipule les données avec un programme. Et donc, par exemple, vous datez des événements du web selon les dates de naissance de vos filles, ou le contraire d'ailleurs. Et il y a l'exemple le plus. Ce rapport au temps qui passe, l'exemple le plus beau que j'ai trouvé, c'est une des personnages qui vous raconte la nouvelle lecture que ses élèves sont en train de lui faire de la princesse de Clèves.
Et vous dites, en gros, que l'interprétation a complètement changé, mais que le livre reste toujours aussi important finalement. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une interprétation qui court en ce moment dans les universités, et en particulier aux États-Unis, où on est toujours très, très enclin à brandir des œuvres phares comme ça et militantes. Et donc, la princesse de Clèves, dans les études littéraires françaises sur certains campus américains, est devenue le fer de lance du féminisme. C'est-à-dire on considère que si elle se protège autant des hommes et de son harceleur numéro un, qui est le duc de Nemours, c'est parce qu'elle est forte, c'est parce qu'elle ne veut pas consentir, c'est parce qu'elle se protège et qu'elle sait très bien que le jeu de la séduction sera en sa défaveur et ne durera qu'un temps. Et donc, elle n'a pas besoin des hommes, en fait. Et ça fait d'elle une femme citadelle, sentinelle, une femme puissante, comme elles disent, et qui dans le livre, finit au couvent. Donc, c'est cette attitude de no sexe qui est maintenant prisée chez la princesse de Clèves. Moi, je me souviens que de mon temps, on s'interrogeait, on se disait, mais pourquoi est-ce qu'elle refuse l'amour ? Elle est folle, le duc de Nemours l'adore, il a laissé tomber toutes les autres pour elle, ça fait 1 an qu'il attend, etc. En plus, le mari de la princesse de Clèves meurt, donc elle n'est plus du tout malséante si elle a cette relation avec Nemours quand elle est veuve. Et donc, elle est complètement autorisée par la société. Mais quand bien même tout le monde l'autoriserait, elle refuse de vivre cette passion. Et donc, quand on était, enfin, de mon temps, c'était elle a peur de l'amour, elle est folle, elle a peur de l'amour. Bon, on défendait l'amour, on défendait la passion. Alors que aujourd'hui, donc, les jeunes filles aux États-Unis, dans certains campus, disent elle a raison. Elle a raison, la passion, c'est mortifère, c'est dangereux, surtout quand c'est vécu avec un garçon. Et donc, il faut s'en protéger. Et donc, à la fois, c'est une interprétation discutable, on peut penser ce qu'on veut, mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est que l'œuvre continue à porter quelque chose, à être considérée comme importante, à être lue malgré la difficulté, parce que c'est une œuvre difficile à lire, surtout pour des Américains, vous imaginez, qui comprennent à peu près rien à la monarchie et à cette histoire de Henri II. Mais peu importe, en fait, ils prennent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, et ils donnent de la vitalité à cette œuvre du XVIIe siècle. Et donc, finalement, l'œuvre continue à franchir les siècles. Et il y a un autre raccourci que vous faites, enfin un raccourci dans le sens du dessin, de mise en perspective que j'ai trouvé fascinant, c'est alors à un moment où vous étudiez Google, comment ça s'est fait, comment ça s'est construit, comment ça marche, après un instant de sidération quand on vous fait voir l'espèce d'embryon de l'algorithme de Google. Finalement, en discutant bien, on s'aperçoit que c'est pas si incompréhensible que ça, que c'est quelques raisonnements qui sont poussés jusqu'au bout. Et donc, vous apprenez ce que c'est que le page ranking, ce qu'a fait Google, et vous en déduisez qu'il a influencé la littérature, enfin une partie de la littérature contemporaine. Mais oui, c'est-à-dire que je pense que maintenant, on pense beaucoup avec Google, on travaille avec Google, et comme toutes les techniques devenues essentielles, elles ont de l'influence. Alors, c'est difficile de la quantifier, l'influence, c'est difficile de la repérer, de la cerner. Mais il me semble que ce fonctionnement, d'abord de savoir que quand vous tapez quelque chose, c'est ce qui va être le plus cité qui va sortir en premier, je pense que ça a de l'importance. Alors, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, ni très bien désosser le phénomène. Mais en tout cas, quand on comprend que le ranking, c'est le fait que quelque chose est cité beaucoup par plein d'autres choses, ce qui fait que Google la sort en premier. Je pense que ça marque votre esprit quand vous cherchez quelque chose et que vous trouvez ça en premier. Et que après, vous allez chercher plus loin, vous descendez dans les pages de Google et vous savez qu'elles sont moins citées que les autres. Et je pense que ça aussi, ça a de l'incidence. Alors, après, les autres choses que j'ai repérées via Google, c'est que, mais ça c'est assez simple, c'est que par exemple, si vous vous intéressez à Wikipédia, enfin, tout le monde ici fréquente Wikipédia et s'en sert. J'espère. Et c'est très, très riche comme outil. Eh bien, je pense que ça a influencé la littérature contemporaine parce que l'exofiction n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. C'est-à-dire des personnages qui sont des personnages soit principaux dans l'histoire, soit secondaires dans l'histoire.
mais qui sont repérés par Wikipédia. Par exemple, je sais pas, je prends n'importe quoi comme exemple, mais si on prend Louis XIV, bon, on va taper Louis XIV sur Wikipédia. Il va nous sortir toute une série d'informations qu'on connaît un peu, d'autres qu'on connaît moins, mais il va citer surtout un certain nombre de personnages, d'abord premiers, mais ensuite secondaires, qui vont être carrément méconnus de vous. Alors, je ne sais pas, je prends au hasard Bontemps, qui est un de ses valets. Bon, si demain, vous avez envie de faire quelque chose sur Louis XIV, mais que vous n'avez pas envie de le prendre de front, vous allez prendre Bontemps, vous allez prendre le personnage dans l'angle, le petit détail au bas du tableau, et puis vous allez écrire un roman à partir de là, qui va rejoindre la grande histoire, mais par le petit bout de la lorgnette. Et moi, j'ai l'impression que ce genre de roman où on part d'une cousine, d'une sœur, d'un domestique, d'un parrain éloigné, etc., pour arriver vers la grande figure et lui donner un éclairage différent, j'ai l'impression que maintenant, il y en a beaucoup. Et que c'est grâce à Wikipédia ou à cause de Wikipédia, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'exofiction, je pense qu'elle est nourrie par l'accès à l'information et aux informations qui sont de l'ordre du détail et qu'avant, on n'avait pas. Ou alors, il fallait se taper des pages et les notes de bas de page et les glossaires ou les index, etc., pour aller trouver des mini-informations que personne ne voyait. Alors qu'aujourd'hui, grâce aux hypertextes, vous pouvez avoir accès à des informations que tout le monde ne voit pas, mais qui vont vous donner l'idée d'un livre. Et après, on va dire « Ah, mais c'est original d'avoir pris les choses comme ça ». Et donc, voilà, c'est comme ça que l'exofiction fait son beurre, entre guillemets, aujourd'hui, dans la littérature contemporaine. Mais quand je dis ça, je ne critique pas, hein, c'est juste un constat. En gros, plus il y a d'informations, plus on peut faire de fiction. C'est aussi une des raisons d'espérer de l'avenir de la littérature ou pas du Oui, tout. mais il faut qu'elle soit classée, cette information, il faut qu'elle soit organisée. Et encore une fois, si vous débusquez le nom d'un personnage X au bas d'une biographie ou entre les lignes d'une biographie, ça va vous donner un élan pour aller chercher une fiction et produire une fiction que vous n'auriez pas eu si c'était un personnage central, un personnage connu. Vous voyez, c'est un peu un angle mort dans une histoire déjà connue qui redonne un élan pour produire une fiction sur ce qu'on croyait déjà connu. Et pareil, vers la fin du roman, vous faites une tentative pas très convaincue, pas très convaincante, surtout d'écrire une fiction avec ChatGPT. Bon, ça ne marche pas, on l'a dit tout à l'heure, parce que la narratrice, elle a l'œil, elle voit ce qui ne marche pas, mais vous êtes tranquille. On a l'impression, en vous lisant, que jamais ça marchera. Alors, j'ai un de mes personnages qui dit que si, que ça Oui, il y va a un des marcher personnages et qui qu'il le dit plusieurs fois, arrivera, même, ouais. qu'il va arriver à un niveau de performance très, très élevé. Moi, je crois qu'il va être de mieux en mieux, en fait, qu'il va s'améliorer et qu'il va produire des textes de plus grande qualité. Après, est-ce que la littérature, c'est uniquement du beau style? Est-ce que c'est uniquement un cahier des charges? Je ne crois pas. Je crois que derrière, il y a une expérience, il y a un grain, il y a un chagrin, il y a un manque, il y a quelque chose qui fait que le livre raconte quelqu'un ou raconte une intimité, même s'il raconte une toute autre histoire a priori. Mais en tout cas, il y a une intimité qui se glisse là et qui fait que ChatGPT n'y est peut-être pas encore ou pas tout de suite. Et puis, je dis toujours ça, mais si demain on apprend que le roman, si beau soit-il, a été entièrement produit par ChatGPT, est-ce qu'il va produire une émotion chez le lecteur? C'est pas si sûr. Je crois que le lecteur, il aime être ému par un effort qui a été fourni, par une œuvre qui a été construite, par du temps qui a été passé, par de la difficulté qui a été rencontrée, par ce qu'on appelle du travail, en fait, du travail de création. Et que si demain, on lui dit que ce beau texte a été produit par ChatGPT en 2 secondes et demie ou en 5 secondes, est-ce que l'émotion va être au rendez-vous? Je crois que l'humain aime s'émouvoir de l'humain. Et il ne peut pas s'émouvoir d'une machine, sauf si cette machine s'humanise, mais on n'y est pas encore. Donc, je suis à la fois tranquille, intranquille, je ne sais pas trop. J'ai le sentiment qu'il va remplacer bien des productions textuelles, mais qui ne sont peut-être pas de l'ordre de la littérature. J'imagine qu'il va y avoir des productions de genre qui vont être à la portée de ChatGPT, mais on n'est pas encore dans la catégorie de la littérature.
On est un peu comme dans les nouvelles intelligences artificielles qui sont capables de produire de la musique qu'on n'écoute pas, quoi. C'est la musique de fond pour les documentaires, les choses comme Ouais, mais ça. je crois que l'intelligence artificielle fait aussi des choses très, très performantes sur le plan musical. Fait pas que de la musique d'ascenseur. Je crois que, enfin, pour avoir entendu des gens en parler, je crois que c'est très performant. Donc c'est pour ça que moi, je ne me prononce pas là-dessus. Si on nous avait dit que tout ça arriverait il y a 20 ans, on n'aurait pas cru. Donc peut-être que dans 20 ans, on sera encore à un stade où c'est pas possible de le croire. Mais Ah, il y a 20 ans, on rigolait sur les traductions Google, hein. bah oui, et aujourd'hui, Et quand vous faites appel à tous ces traducteurs automatiques, vous êtes quand même un peu bluffé. voilà, c'est ça, ouais, c'est bien. Bien, si on arrive au moment où, si vous le souhaitez, je peux vous prêter un micro pour poser des questions à Nathalie Azoulay sur cet entre-deux, cette valse entre l'informatique, la littérature, les arts. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Oui. Oui, bonsoir. Une question, est-ce que votre programmeur est formaté lui-même par la programmation? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est que à la racine du langage, il y a ce qu'on appelle le numérique, c'est-à-dire un langage binaire. Est-ce que par rapport à ça, vous avez une réflexion? Merci. En fait, c'était un peu l'objet de mon livre, c'est-à-dire que au démarrage, il y avait cette volonté de comprendre comment ça marche. Et comment ça marche, c'est de remonter à l'origine et à ce langage binaire, c'est-à-dire à ces séries de 0 et 1 qui ont été le départ de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et là-dessus, je dois dire que j'ai essayé de comprendre parce que ça a été un millefeuille, parce que justement, il y a eu plein d'étapes, parce que il y a eu ce qu'on appelle les étapes de compilation, puis tous ces langages qui sont arrivés, etc., et qui se sont eux aussi de plus en plus humanisés. Je crois que les langages, au départ, c'était des langages machines qui étaient très loin du langage humain, et aujourd'hui, des langages comme Python se rapprochent du langage humain. Donc, il y a une espèce d'évolution de l'informatique qui est très difficile à comprendre. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait des jalons comme ça et des tournants un peu simples à se représenter. Mais j'avoue que ça reste encore un peu mystérieux, c'est-à-dire que je ne comprends. Et puis il y a l'électronique par-dessus tout ça aussi qu'il faut comprendre, et tout ce qui est théorie du signal, etc., qui relève encore d'une autre science. Donc il y a plusieurs sciences qui se mettent là-dedans et qui font que c'est vraiment un montage très complexe à représenter. Donc ma réflexion, elle est difficile à articuler. Je vais répéter que c'est complexe, que c'est passionnant, que ça se fait en des étapes, comme tous les savoirs finalement, et que aujourd'hui, si on arrive et qu'on apprend un langage informatique, on écrase 80 ans d'informatique, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les tout premiers démarrages, on ne voit pas les tout premiers langages, les instruments de compilation, etc., qui ont été au démarrage, enfin au point de départ. Donc c'est une réflexion qui est vertigineuse en fait. C'est comme quand je parlais de l'éléphant tout à l'heure, on part de ces énormes volumes, on arrive à ces transistors où on peut stocker des milliards d'informations. Et donc j'ai l'impression que c'est un vertige de l'ordre du langage, du livre des records, du Guinness Book, c'est-à-dire où il y a sans arrêt de l'exponentiel qui vient se mettre dans les prouesses et augmenter les capacités sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, je n'ai pas plus de réflexion que des éléments de réflexion. Ah, est-ce qu'il est formaté? Qu'est-ce que vous appelez? Le codeur, vous voulez dire? Ben, je ne crois pas. Je crois que le codeur, c'est encore un humain. Donc, alors après, moi, j'avais pour référence des codeurs qui sont plutôt des codeurs un peu sophistiqués, c'est-à-dire qui parlent bien le langage humain et qui maîtrise bien le langage numérique. Donc, c'est peut-être pas les codeurs les plus typiques. Il y a des codeurs un peu peut-être moins sophistiqués. J'ai pas tellement de réponse à ça. Je pense que ça reste des humains et qu'ils articulent plus que du binaire quand ils réfléchissent et quand ils parlent et quand ils communiquent, même s'ils ne sont pas de grands communicants. De toute manière, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, les codeurs ont leur personnalité, on peut voir la personnalité. Il y a de la personnalité dans le code. Vous demandez le même programme à deux programmateurs différents, ils vont pas vous sortir deux codeurs différents, ils vont pas vous sortir le même programme. Alors, c'est de la littérature déjà.
Alors, une petite question. Moi, je suis rentré dans votre livre par le premier pont que j'ai trouvé. Et je me suis dit, tiens, il faudrait que je lui pose la question. Ce pont que j'identifie, c'est ce que vous jetez entre la façon d'écrire de l'écrivain, qui utilise par exemple toute une façon de dérouler des exemples pour décrire le millefeuille de nos vies. Hein. Et ça apparaît quand vous écrivez le codeur code, et il y a toute une énumération qui décrit nos vies. Et je me suis dit, bon, elle ne va pas aller jusqu'à apprendre le langage Python, mais par contre, là, affleure le langage du code. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir apparaître la page de Matrix Reloading, parce que vous utilisez une syntaxe qui est celle de l'écrivain, mais une mise en page avec justification, renvoi à la ligne, où on dirait effectivement que le code se déroule et vous l'utilisez. Voilà, ça apparaît plusieurs fois. Et je me disais, est-ce que c'est vous qui y avez pensé, ou est-ce que c'est au moment de la mise en page où cette énumération, vous avez pensé à quel moment vous avez pensé à faire ça? C'est ChatGPT qui y a pensé. Non, c'est pas vrai. J'y crois pas une seconde. Bah non, c'est moi qui ai pensé. Oui, Oui, oui. je voulais à la fois produire une forme de pavé énumératif qui rende compte sans doute d'une forme d'automatisation, Tout à fait. mais aussi d'une exhaustivité, c'est-à-dire que je voulais dire à mon lecteur, mais rendez-vous compte, il est sous tout ça en fait. Et donc, c'est comme si je soulevais les pierres et qu'à chaque fois, d'ailleurs c'est une image que j'utilise, il y avait des fourmis dessous, et qui sont les signes du code. Et parce qu'à un moment donné où je me suis mise à penser, à chaque fois que je faisais quelque chose, est-ce qu'il y a du code dessous? Oui. Bon, par exemple, là, il y a du code, je pense. Oh, il y en a plein. Donc, partout, là, dans la lumière. Et donc, c'était pour rendre compte de cette quantité, de cette masse et de cette automatisation que j'ai imaginé ces pages. Alors, ça marche très bien. Merci. Parfait. Bah, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous remercier d'être venu aussi et à vous féliciter encore une fois pour ce beau roman qui nous réserve plein de surprises. Merci. Vous venez d'écouter Nathalie